Salut et bienvenue dans Carnet du Kéra, une série de podcasts pour celles et ceux qui aiment la montagne. Moi c'est Christophe de l'agence de randonnée Destination Kéra. Je vous emmène au plus près du terrain pour partager la vie du Kéra au fil des saisons et au fil des rencontres. Carnet du Kéra, un podcast qui vous emmène au cœur de nos montagnes. C'est sous un grand ciel bleu pour ce premier épisode que je vous propose de partir à la rencontre de Boris, accompagnateur en montagne, qui va nous parler de sa vie dans le Kéra. Boris, on va commencer par quelques questions un petit peu intimes, ton rapport personnel avec le Kéra. Moi, quand je suis arrivé dans le Kéra en 2004, ce qui m'a marqué, c'était le paysage. Je suis arrivé à Seillac, il y avait quelques feux de cheminée, il y avait des mélèzes qui commençaient à être complètement orange. Pour toi, c'est quoi ton souvenir le plus ancien en lien avec le Kéra ? Bonjour à tous. C'est un peu particulier parce que moi j'y suis né dans le Kéra, donc j'y ai passé toute mon enfance. Mais je dirais que pour moi le souvenir le plus ancien que je peux avoir, ça va être en lien avec la neige et les descentes de luge dans le petit hameau du coin à Moline en Kéra. Et je dirais que c'est ce moment-là qui reste marqué, qui est le plus ancien. C'est vraiment cette présence de beaucoup de neige et puis beaucoup d'amusement dans la neige avec la luge. Alors tu as grandi dans le Kéra, tu en es parti, tu as fait tes études, tu as travaillé ailleurs, mais tu es revenu. Tu es revenu dans le Kéra, tu es revenu au cœur des montagnes. Qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir ici ? Les motivations, elles étaient claires et elles sont en lien avec toutes les qualités qu'on peut retrouver sur ce territoire, c'est-à-dire se reconnecter avec la nature, un peu ralentir aussi ralentir le rythme de vie, avoir justement une qualité de vie qui est plus saine, plus en lien avec les montagnes qui nous entourent. Et puis j'ai dit le mot qui m'a fait revenir surtout, c'est les montagnes. Retrouver ces montagnes, l'altitude, etc. Ça, c'était un fondamental. Et puis le dernier plus, c'était aussi et surtout retrouver le soleil. Quand on a passé toute son enfance dans le Kéra, au milieu baigné de soleil tous les jours, aller au ski, aller faire de la rando, jouer au soleil tout le temps, quand on part sur d'autres villes ou d'autres espaces, on n'a pas la même intensité lumineuse et en fait on n'aspire qu'à ça, qu'à retrouver ce soleil qui en plus avec un ciel bleu magnifique. C'est des conditions très particulières auxquelles on s'attache très très vite et encore plus quand on y est né. Tu parles de ciel bleu, là aujourd'hui on est en balade, pour rien vous cacher, on se promène, on est dans la nature et c'est un grand ciel bleu. Accompagnateur en montagne, tu es dehors toute l'année, à pied l'été, l'hiver en raquette. Je crois savoir aussi que tu fais un petit peu de vélo, que tu fais aussi un petit peu de ski de fond. Pour toi, est-ce qu'il y a une saison que tu attends avec impatience et quelles sont les couleurs qui marquent le Kéra et qui sont pas déterminantes, mais en tout cas qui reflètent l'image que tu aimes du Kéra ? Il y a une saison qui se démarque des quatre autres, c'est la saison d'automne pour moi, parce que c'est justement le moment où ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un moment où ça ralentit, on est sorti de la saison estivale durant laquelle on a eu beaucoup de visiteurs, beaucoup de travail. Et puis la saison d'automne, on conserve des bonnes températures en journée pour pouvoir marcher et pour autant le paysage a complètement changé puisqu'avec ces mélèzes qui deviennent tout jaunes puis après orange, ça devient quelque chose un paysage époustouflant. Et je dirais que c'est aussi le moment où justement je vais pouvoir marcher pour moi. Et profiter de nos montagnes à ce moment-là. Donc c'est pour ça que cette saison elle se démarque particulièrement.
Et puis après, c'est difficile de mettre de côté les 2 autres saisons. Le printemps, on va pas trop en parler parce que c'est une saison un peu de transition dans le Kera. L'été et l'hiver, l'hiver c'est quand même particulier, cette neige, ce froid sec qui nous permet de pouvoir faire toutes nos activités hivernales. Et puis l'été, c'est une tempête de fleurs en fait, une tempête d'animaux, de fleurs. On sent que la montagne elle revit à ce moment-là. Donc je dirais quand même l'automne en premier, et puis après les 2 autres saisons sont quand même toujours assez remarquables. Ton coup de cœur sur l'automne me permet de rebondir sur une question un petit peu plus large. Tu as compris que à travers ces épisodes de podcast, l'idée n'était pas de prodiguer des petits conseils aux randonneurs, mais vraiment de parler de nous et de ce qu'on vit sur ce territoire. L'automne, tu te retrouves seul. On retrouve une montagne où il n'y a plus trop de tourisme, plus trop de randonneurs. Toi, quand tu es seul dans cette montagne, à ce moment-là, qu'est-ce que tu ressens ? Ce que je ressens, c'est déjà très personnel, mais aussi très profond, parce qu'en fait, c'est un mélange de quiétude et aussi d'effort physique qui a été nécessaire pour pouvoir monter sur cette montagne ou sur cet objectif quel qu'il soit. Et du coup, c'est très reposant. C'est très beau, je dirais la quiétude, le calme et la beauté, c'est ça que je ressens à ce moment-là en fait. Et c'est ce que j'essaye de transmettre quand je suis avec mes clients. Chacun essaye d'apporter différentes choses aux randonneurs qui nous accompagnent. Alors des fois, le calme et la quiétude, quand on est dans un groupe un peu nombreux, c'est compliqué. Mais en fait, on y arrive toujours parce que justement, on arrive à un endroit où la beauté, le paysage permet justement de pouvoir parler de ça et de dire regardez ce qu'on a autour de nous, profitons-en. Et cette quiétude, elle ressort à tout le monde. Donc cette quiétude, moi je vois bien de quoi tu parles, parce que c'est vrai que quand on est sur un sommet ou qu'on vient de fournir un effort et qu'on est là tout seul en pleine nature, c'est juste un sentiment incroyable. Quel moment, qu'il soit fort, inattendu ou marquant, en complément de cette quiétude, t'aurais vécu en montagne ? Donc là, on n'est pas seulement, on n'est plus dans le cadre du Kera, on est vraiment sur la montagne en général. Est-ce qu'il y a un moment particulier qui t'a marqué, que ce soit toi tout seul ? Ou alors avec tes groupes ? J'ai un moment qui me revient et qui est en lien avec le Kera. C'est le jour où je suis monté en haut du pic de la Fonsante à Seillac. Durant cette journée, on était parti avec 2 autres collègues monter un pic qui est assez exigeant parce qu'en fait on a beaucoup de pierriers, on a quand même beaucoup de dénivelé. C'est un sommet à 3383 mètres, donc du coup on part du Val d'Escrin qui est une vallée très sauvage, et c'était à l'automne également. Et en fait ce qui était particulier, c'est que j'avais jamais grimpé cette montagne, et pourtant on la voit de partout dans le Kera, et surtout je la vois tous les jours au matin quand je me réveille et que je me mets devant ma baie vitrée pour petit déjeuner. Et c'était un moment un peu particulier parce que j'étais déjà avec des belles personnes pour monter là-haut, mais à ce moment-là, j'ai monté la montagne que je voyais tous les jours au matin, quoi. Donc du coup, c'est pour ça que c'était un moment vraiment particulier, et voilà, de l'avoir fait. En plus, je l'ai fait l'année dernière, donc l'avoir fait après 36 ans de vie dans le Kera, ça montre qu'en fait, ce territoire, en fait, il y a tellement de choses à faire que il faut bien une vie pour pouvoir essayer de tout faire. Alors, ce territoire, tu l'habites, tu le vis et tu y travailles. On va venir sur ton métier d'accompagnateur en montagne. Donc après ton petit-déj face à la vallée et face à la Fonsante qui s'éclaire, à quoi ressemble une journée type
quand tu accompagnes les randonneurs dans le Kéra? La journée type, c'est déjà d'aller à l'hébergement avec le véhicule, retrouver les gens à l'hébergement qui sortent du petit déjeuner. À ce moment-là, il y a toujours un petit mot pour chacun. Essayer d'être prévenant, de voir les bobos de la veille, s'ils ont été réparés, si tout le monde est bien en forme, pour pouvoir aller faire la balade prévue. Et puis après, on a la distribution du pique-nique en lien avec l'hébergeur qui nous accueille. Pareil, là, c'est un vrai moment convivial de connexion avec l'ensemble du groupe. Les Français et les Françaises sont très attachés à la gastronomie, donc c'est toujours un moment où on continue de parler de la nourriture. Et puis quand on est sur un séjour en étoile, c'est le moment où on reprend le véhicule pour pouvoir aller au départ de la balade. Après, on a la balade en elle-même, où en fait on essaye de faire à peu près entre 9h et 9h du matin et 16h le soir, 17h le soir, notre balade. Et puis le soir, on reprend ce même véhicule pour retourner à l'hébergement. Et souvent, à ce moment-là, on profite avec une boisson partagée tous ensemble à la fin de la rando pour marquer cette convivialité, marquer la journée qu'on a faite aujourd'hui, essayer de continuer de créer du lien entre tous, parce que en fait c'est ça la particularité des groupes, c'est que on a des gens qui viennent de partout avec des caractères, avec des métiers différents, et on essaye de créer un petit lien entre chaque sur toute la semaine. Et puis après, en plus c'est un lien éphémère, puisqu'après ce seront aux gens de le faire vivre ou pas à la suite de cette semaine. Merci Boris, on sent que le côté accompagnateur en montagne implique une grande présence humaine. Ça implique d'être présent dans les relations humaines. On est en contact en permanence avec le groupe tous les jours, toute la journée. Et c'est ce qui en fait une des beautés de ce métier. Ce métier d'accompagnateur, moi je suis également, et je sais que c'est le côté humain que j'adore. Qu'est-ce qui te fait vibrer, toi, dans ce métier? Est-ce que c'est plutôt le côté humain, le côté nature, le fait de provoquer des nouvelles découvertes pour ceux qui découvrent la montagne pour la première fois? Moi, le côté qui me fait vibrer dans mon métier, c'est justement d'arriver à faire partager mon plaisir et ma passion d'être en montagne. Et c'est vraiment le terme de partage, parce que je le répète souvent, en fait, notre métier, il faut avoir la passion de la montagne, mais en deuxième lieu, il faut avoir la passion des gens, la passion humaine d'être en connexion avec les autres. Et sinon, ça ne marche pas, parce qu'en fait, notre métier, c'est quand même d'être tout le temps avec des personnes qui nous posent des questions, qui s'intéressent à nous, qui s'intéressent au territoire dans lequel on vit. Et donc, je dirais que moi, c'est vraiment à essayer de partager aussi les choix de vie, en fait. Quand on devient accompagnateur dans le Kéra, ce sont des choix forts qui impliquent des renoncements, qui impliquent aussi plein de bonheur et plein de choix positifs. Mais il y a pas mal de renoncements. Et en fait, arriver à expliquer ça aux gens durant mes balades, arriver à expliquer comment on vit en montagne, quels sont les différents acteurs qui sont présents, et quels sont les différents conflits d'usage qui sont en œuvre sur ce territoire. Tout ça, pour moi, c'est ça le plus important, quoi. C'est comme ça que je vois mon métier. Et que les gens repartent et se disent, je comprends mieux la montagne, j'arrive mieux à l'expliquer, mais aussi j'arrive à voir que c'est une vie différente avec la mienne. Voilà, je dirais que si les gens ils repartent avec ça, avec ce bonheur partagé, mon travail sera fait. Il reste quelques petites questions, on a bientôt terminé et on s'approche de la fin du podcast. Le randonneur qui vient pour la première fois, qui découvre tout ce que tu lui partages, qu'est-ce que tu ressens chez lui? Est-ce que tu arriverais à mettre des mots, un adjectif sur ce que peut vivre une personne qui vient la première fois dans le Kéra, alors qu'elle soit avec toi ou avec un collègue, ou simplement qu'elle vienne seule avec son vélo, en famille, l'hiver ou l'été? Quelqu'un qui découvre ce territoire, qu'est-ce qu'il pourrait ressentir pour la première fois?
Tout d'abord, il ressent l'éloignement avec le fourmillement de la vie humaine. Parce que la première chose qui doit passer, c'est soit des cols de montagne, comme le col Isoire ou le col Agnel, pour pouvoir venir, soit une route en encorbellement qui est taillée dans la roche, au-dessus du vide, avec une toute petite route et des tunnels qui se succèdent, etc. Donc sur le moment, la première chose qu'il ressent, c'est qu'il se dit qu'il est arrivé un peu au bout du monde. Et puis quand on a passé ces routes-là, on rentre dans la beauté du Queyras, c'est-à-dire un espace très ouvert, très vert, très habité. Parce qu'en fait, on a des villages dans chaque vallée dans lesquels vous avez des habitants à l'année qui vivent là et qui font vivre ce territoire. Donc en fait, il ressent un peu cet émerveillement de la nature, de la montagne, parce que quand même vous avez plus de 30 sommets à 3000 mètres dans le Queyras, donc ça veut dire que vous êtes entouré de montagnes, mais pour autant vous avez une certaine douceur, une ouverture des vallées, vous avez pas l'impression d'être enclavé, vous avez plutôt l'impression d'avoir passé l'enclavement avec les gorges ou les cols de montagne, et puis après d'arriver dans une espèce de paradis, de cirque naturel, où se succèdent humains, présence humaine et montagne. Donc je dirais que c'est ça qu'il ressent en premier, c'est cet émerveillement de la nature et de l'humain. Et puis après, ce qu'il va ressentir physiquement, c'est l'effet de l'altitude. Parce que nos villages, ils sont hauts en altitude. Vous avez la plus haute commune d'Europe à 2000 mètres avec Saint-Véran. Mais après, tous les autres villages aussi, en 1004, 1005, 1007, 1008. Et du coup, souvent, l'altitude, on ressent tout de suite cette difficulté de s'adapter, du corps à s'adapter à l'altitude. Et puis, on en a parlé au début du podcast, je dirais qu'on ressent aussi tout de suite l'air sec, cette particularité de cette air de montagne qui est sec avec ce soleil. Voilà, c'est un peu les sentiments qu'il va avoir. Voilà, pour résumer, une vallée ouverte après avoir passé un enclavement et un émerveillement de combinaison de nature et d'humain. Merci Boris, on se fait déjà une petite idée de ce qui nous attend quand on arrive dans le Queyras, de ce qu'on peut voir également au fil des saisons, des lumières, des couleurs. On va terminer par une dernière question, peut-être la plus difficile. Si tu devais donner un conseil à un randonneur, quelqu'un qui va découvrir le Queyras pour la première fois, que ce soit un randonneur novice ou un baroudeur DGR, qu'est-ce que tu as envie de lui donner comme conseil ? Que ce soit, alors ça peut être du conseil matériel ou autre. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, si tu fais pas ça, t'as raté le Queyras, quoi. T'as pas ta Rolex. Ce qui me vient à l'esprit, c'est plutôt le lien humain dans le Queyras. Parce qu'en fait, ça est, tout du long de mon propos, ça a été ça, c'est que c'est une vallée, c'est un massif qui est très habité. Et du coup, je dirais que c'est un incontournable d'aller à la rencontre, des gens qui habitent là, ces Queyrassins. Bon, parfois c'est un peu difficile en haute saison de trouver du temps pour pouvoir se connecter avec les touristes, mais dans l'ensemble, ils sont quand même tous bien prévenants et bienveillants quand ils voient arriver les touristes et les randonneurs. Parce que en fait, on vit grâce à ce tourisme et à ces randonneurs. Donc en fait, ce qui nous permet de pouvoir vivre sur place, c'est la présence de tous ces gens. Et donc je dirais que ça fait partie d'un incontournable. Je me souviens d'autres GR, par exemple le GR20 en Corse, où en fait on fait tout le GR, mais en fait on n'a pas vu beaucoup de Corses et on ne s'est pas connecté avec eux. Le Queyras, ce serait un peu la même chose. Tu peux venir faire le GR58 en bivouac et repartir. Alors certes, tu as fait le GR58, mais pour moi, tu n'as pas vu le Queyras, quoi. Le Queyras, c'est pas qu'une montagne, encore une fois, c'est aussi des gens qui y habitent, des gens qui font ce territoire et qui font que ce GR58, il fonctionne.
Et donc du coup, je dirais que c'est incontournable d'aller dans les villages, de se connecter aux gens, d'aller dans les épiceries, d'aller dans les différents commerces pour se rendre compte, discuter et se rendre compte dans les hébergements de ce qu'est notre vie saisonnière. Et voilà, je dirais que c'est bien ça le Kera. C'est un mélange d'humain et de nature et de montagne. Et si on fait que la montagne ou si on fait que l'humain, on a raté quelque chose. Eh ben, merci Boris pour ce moment de partage simple et vrai, qui pour moi est à la hauteur des habitants du Kera, de ce que tu as envie de transmettre à travers ton métier, de ce que moi j'ai pu vivre également sur le terrain avec les groupes, mais aussi avec les enfants, avec les amis. Voilà, tu as raison, le Kera n'est pas qu'une montagne, et prendre le temps de discuter avec chaque habitant, chaque personne qui y travaille, c'est quand même quelque chose de sacré, d'appréciable, et on repart autrement du Kera. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Carnet du Kera. Très bonne journée à tous et à bientôt. Carnet du Kera. Un podcast qui vous emmène au cœur de nos montagnes.